Bonjour, bande de crypto-négationnistes. Je plaisante, bonjour. Je ne pouvais pas résister à l'affaire. Je m'appelle Richard Monvoisin, je fais partie du Cortex, collectif de recherche transdisciplinaire Esprit critique et sciences. C'est une structure qui a pour capacité d'enseigner, de prétendre enseigner l'esprit critique, incrémenter l'esprit critique chez les étudiants de tous horizons, que ce soit des étudiants, des élèves du secondaire, des étudiants en doctorat, des étudiants de licence. J'en reconnais certains parmi vous qui sont dans nos cours et j'en suis ravi. Il y a une loi qui impose depuis pas très longtemps aux professionnels de santé de justifier leur conflit d'intérêts avant de parler. Nous, on trouve que c'est une loi qui est vraiment très bien et qui devrait être appliquée à n'importe quel intellectuel, entre guillemets, professionnel de la pensée, on va dire, qui est censé prendre la parole. Il devrait pouvoir justifier ses conflits d'intérêts. Alors le Cortex, on a une règle chez nous, c'est de n'avoir aucun lien d'intérêt potentiel avec des industries notamment. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on raconte est bien. Notamment, on est obligé de faire allégeance au moins à l'État, puisque c'est l'État qui nous rémunère. Donc, au moins, il n'y a pas de lien d'intérêt susceptible de déformer nos propos, ce qui est déjà un bon point. C'est peut-être la dernière prestation du Cortex, parce que cet événement-là a été soumis à plusieurs soubresauts pendant les 2 derniers mois. Je suis content déjà de pouvoir commencer en prenant la parole au début. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long. Je voudrais déjà remercier Alors, une petite mise au point. Je crois qu'il y a des flyers qui sont distribués à l'entrée. Et je n'ai pas très bien lu, mais je crois qu'il s'agit de gens qui défendent des théories, on va dire, ou des scénarios alternatifs à la question du 11 septembre. Sachez qu'ils ne font pas partie du Cortex. Ceci étant, le sujet du 11 septembre est évidemment une des antiennes, un des lieux communs de nos réflexions. Mais si tant est que nous ne soyons pas tellement d'accord avec les versions officielles de quel que soit le gouvernement d'ailleurs qui les émet, en tous les cas, ce n'est pas pour autant que nous souscrivons à des scénarios alternatifs de tout type. Il y a notamment dans la salle des collègues qui sont spécialistes de cette question et on pourra éventuellement vous renvoyer vers eux si vous voulez discuter de cela. En tout cas, donc, ces flyers n'émanent pas de nous. Je remercie au nom de l'équipe du Cortex, l'Université Joseph Fourier qui permet ça, la Maison des Sciences de l'Homme qui nous soutient, et puis merci à la Bibliothèque Librairie Antigone qui a fait un stand ici qui vous permettra de nourrir vos appétits intellectuels. Merci à eux. Je remercie aussi le gardien, Serge, qui fait du bon boulot. Et puis j'en profite pour dire qu'il y a une pétition qui circule. Vous savez, c'est le 5e événement qu'on fait de suite sur la question de la censure des connaissances dites censurées. Et l'avant-dernier, non, le dernier, celui de la semaine dernière, donc, on avait invité Denis Robert, qui est venu parler donc, de la question des affaires Clearstream. Et il y a quelqu'un qui est en ce moment inquiété par une affaire exactement du même type, l'affaire LuxLeaks. Et c'est un garçon qui s'appelle Antoine Deltour et qui a beaucoup d'ennuis qui sont en train de lui tomber sur le coin de la figure. Une pétition est donc brandie en ce moment par le collègue Laurent. Et vous pouvez éventuellement la lire, la consulter et la signer ou non. Il y a des tartes, il y a de la nourriture là-bas à consommer. C'est censé rentrer dans notre budget de l'université. Je ne sais même pas s'il est tombé d'ailleurs ce financement, mais il devrait, en tout cas, ça ne devrait pas tarder, j'espère. Mais les tartes donc sont à prix libre. Le prix libre, on vous justifie au moins où va cet argent. Cet argent, nous avons décidé collectivement de nous en servir en soutien à des gens qui font un travail rationaliste dans des pays où c'est très risqué. La semaine dernière, si vous étiez là, nous avons montré notamment l'assassinat d'un rationaliste très engagé en Inde, notamment contre les superstitions, et qui s'est fait descendre dans la rue, de même qu'un autre rationaliste féministe, scientifique, blogueur au Bangladesh, qui lui s'est fait massacrer à coups de machette. C'était le 26 février dernier. Et on va voir comment on peut soutenir au moins leurs familles et leurs œuvres. Voilà. Alors ce cycle Connaissances censurées se termine aujourd'hui et il s'inscrivait, on voulait le dédier à un personnage qui nous a beaucoup inspiré et qu'on voulait faire venir, mais il était déjà dans une santé très précaire et il est décédé au mois de janvier. C'était René Vauthier. Certaines d'entre vous certainement connaissent l'œuvre de René Vauthier, documentariste implacable qui a notamment défrayé la chronique avec un film qui s'appelait Afrique 50 qui est resté interdit de diffusion pendant plusieurs décennies. Il a également travaillé sur la guerre d'Algérie, sur le Front National, etc. Il a fait plein de choses sur les marées noires. Et je vous recommande chaudement donc, ses travaux. La question qui nous amène aujourd'hui... Ah oui, on m'a dit aussi que le film qui avait fait l'objet d'une censure, qui est le film qui s'appelle Le Mur, sur la question du traitement psychanalytique de l'autisme, qui a fait l'objet de la 3e conférence que nous avons faite. Et je crois que c'est l'association Interpsy qui s'occupe de rediffuser ce film demain à l'Arche 2, si je ne me trompe pas, à 18h. Donc voilà, si vous voulez revoir ce film interdit, enfin qui n'est plus interdit maintenant, vous pouvez le faire demain. Voilà, alors
aujourd'hui, on a invité un personnage qui est réputé être sulfureux. Voilà, on est très content de ça, au moins pour le soufre, l'odeur de soufre que ça va générer. Et le sujet est la liberté d'expression. Science et liberté d'expression. On avait intitulé ça de Voltaire à Noam Chomsky. Et alors, pourquoi on a invité Jean Bricmont, qui est ici caché? Jean Bricmont, on l'a invité déjà parce qu'on le connaissait. Moi, en tout cas, je le connaissais pour avoir subi ses critiques lors de ma soutenance de thèse. En 2016, j'ai soutenu ma thèse. Il était mon rapporteur. Il a été plutôt implacable et dur. Et donc, je gardais une sévère dent contre lui. Et donc, ce qui fait qu'après, tous les bouquins qu'il a produits, j'ai essayé de les décortiquer méchamment. Mais en fait, j'ai pas tellement réussi parce que je pense notamment à 3 ouvrages que je trouve assez remarquables. Le premier, qui est Imposture intellectuelle, qui fait référence à l'affaire Sokal. Peut-être vous avez entendu parler de ça. Et qui est un livre, je trouve, pilier. Et puis, il y a un livre aussi que je trouve assez incroyable, qui s'appelle Contre l'impérialisme humanitaire, qu'il a publié, je ne sais plus, il y a 5 ans, 2005, voilà, et que je recommande chaudement à ceux qui sont férus de sciences politiques. Et puis le dernier bouquin qui est là, qui s'appelle La République des censeurs. Alors j'avais peur quand ce livre est sorti, je me suis dit, est-ce qu'il y a une connerie dedans, mais un gros truc moche ou parce que quand même le sujet est chaud, dedans ça parle de Gollnisch, ça parle de Vincent Renoir, qui est quand même quelqu'un qui, quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes néo-nazi, dit pourquoi néo? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même bon, assez particulier. Je me disais, oulala, est-ce que ça va craquer? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça tient? Et en fait, on n'a rien pu faire. On a été nombreux au Cortex à le lire. Et la logique qui est dedans est assez implacable. Alors, on avait voulu l'inviter, mais c'était sans compter sans compter sur les objections qui peuvent être faites, qui ressemblent assez souvent à des déshonneurs par association. C'est comme ça qu'on appelle ça dans notre jargon. C'est-à-dire parce que Jean Bricmont produit des ressources, notamment des vidéos ou fait des articles qui sont souvent repris sur des sites au moins de droite profonde, voire d'extrême droite, eh ben, ça semblait le discréditer fortement. Et on a voulu passer au-delà de ça, déjà pour le questionner là-dessus, son positionnement là-dessus. Justifie de se retrouver parfois à signer des pétitions qui sont vraiment, dans le fond, potentiellement défendables, mais à côté de gens qui sont vraiment peu recommandables et qui nous rendent assez nauséeux. Alors comment faire avec ça? On s'est dit qu'on allait essayer de le questionner. Alors la soirée va se passer comme ça. Il va faire une présentation de un peu moins d'1 heure sur la question de la liberté d'expression et la science. Et puis j'ai pour tâche de lui poser des questions un peu dérangeantes, ou en tout cas qui au moins viendront préciser sa pensée, mais 3-4 questions, histoire de ne pas trop gréver le temps de débat, car l'objectif c'est de vous laisser poser toutes les questions ou faire toutes les remarques que vous souhaitez. Alors Jean, je lui disais, est-ce que tu veux qu'on limite, enfin il est logique qu'on limite quand même les questions à des questions qui ne sont pas des invectives ad hominem, c'est-à-dire qui te visent personnellement. Il dit non, moi je m'en fous. Il dit, je m'en fous, ils peuvent y aller, je peux me faire insulter, je répondrai, normalement courtoisement, il répondra courtoisement. Alors nous, on avait quand même 4 griefs dont on lui a fait part hier soir. Il est assez austère quand il parle en public. Il est assez sévère. Il était vexé quand on lui a dit, mais il est un peu sévère. Mais j'espère que vous passerez par-dessus cela. Il parle à presque tous les micros qui lui sont tendus. Et vous verrez qu'il le justifie. Alors vous pourrez être d'accord ou pas, bien évidemment. Et parfois, il contribue à des sites, ou en tout cas, il accepte de diffuser sur des sites qui sont au mieux pour nous contre-productifs, au pire vraiment sordides. Et alors, est-ce que ça se justifie ou pas? Et il en parlera certainement. On râlait aussi après lui parce qu'il ne supprime pas les commentaires Facebook qu'il y a en dessous de ses articles. Et mais sa réponse, elle était assez marrante. Il dit, de toute façon, je les lis pas, et en plus, je sais pas faire. Et de toute façon, si je devais en enlever, lesquels j'enlève et lesquels je garde. Voilà. Et ensuite, le dernier point, et j'espère qu'il y reviendra, en tout cas je le forcerai, j'espère le forcer à le faire, il ne reprécise pas à chaque fois qu'il parle son positionnement politique, ce qui rend extrêmement dérangeant quand on regarde, on se dit, mais quelle est son intention derrière? Et vous verrez que la question de l'intention est un élément prégnant de la discussion qu'on va avoir. Alors, quand je vous disais que c'était sous une ambiance un peu risquée, j'ai oublié de vous dire, je porte un t-shirt d'une coopérative de médias qui s'appelle les Mutins de Pangée, et envers laquelle je n'ai aucun lien d'intérêt, si ce n'est que j'ai souscrit à la production de ce film, et je rends hommage, j'en profite, à Howard Zinn, décédé en 2010, historien dit populaire, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de faire l'histoire des États-Unis en l'occurrence, mais du point de vue de tous les opprimés, les ouvriers, les pauvres, les femmes, les Amérindiens, tous les gens qui se sont fait casser la gueule, etc., toutes les luttes sociales qu'il y a pu y avoir. Il a dit, on en a un peu marre d'avoir une histoire un peu officielle avec des grands personnages, tournons-nous vers ce que les couches dites inférieures de la société ont à dire sur leur propre histoire. Et le premier volet d'une série de 3 vient de sortir en avant-première. Il sera diffusé sur les écrans des grands cinémas partout ici à partir du 29 janvier. Le film s'appelle Du pain et des roses. Ne ratez pas ça quand ça sortira. Voilà, c'était la fin de la petite publicité. Alors je vous disais que c'était sous de drôles d'augure que s'était profilée cette conférence. Et alors je ne vais pas tout vous lire, mais on a reçu quand même des mails assez
impressionnants. Typiquement, il y a eu un appel qui a été mis en ligne pas plus tard que hier. Ne vous affolez pas, les collabos du Cortex. Demain, on sera nombreux à venir s'occuper personnellement de votre copain négationniste, Jean Bricmont. Pas de quartier pour les fascistes, pas de fascistes pour les quartiers. Voilà. Alors bon, voilà, ça fait un peu peur. Quelqu'un qui écrit, qui dit Jean Bricmont est connu pour être un polémiste, proche de l'extrême droite complotiste, antisémite et négationniste. Il y a un professeur de l'université qui découvrait avec stupéfaction que Cortex a invité un individu qui, sous prétexte de défendre la liberté d'expression, défend sans scrupule aucun les manifestations négationnistes de Dieudonné. Je ne pense pas que l'autodéfense intellectuelle, dit-il, implique d'offrir une tribune à des individus à l'idéologie douteuse telle que M. Bricmont. Alors je demande officiellement que l'université Joseph Fourier se désolidarise de l'initiative de Richard Monvoisin. En plus, pour le coup, c'est pas moi, on est 11, mais bon, il me vise moi. Voir si possible ne permettent pas qu'elle se déroule dans des locaux de l'établissement. Ce à quoi le président Lévy, qui est d'ailleurs caché dans la salle, je vous laisserai le trouver, il a fait une réponse qu'on a nous tous trouvé assez courageuse. Il a dit venez en débattre, c'est un sujet qui est intéressant, qui est pertinent, venez en débattre. Je résume son courrier, évidemment. Et voilà, donc on a eu quelques attaques avec des trucs très précis, du type comment se fait-il que Jean Bricmont tutoie amicalement Paul-Éric Blanru. Alors vous allez peut-être pas vous parler, mais c'est vrai que Paul-Éric Blanru, il est assez particulier. Il a fait une biographie de Robert Forisson. Robert Forisson, c'est le personnage étrange qui a fait monter Dieudonné sur scène il y a quelques années. Peut-être vous vous rappelez, Dieudonné qui était considéré comme le personnage le plus infréquentable de France. Il a dit non, je peux faire pire, il y a pire que moi, je vais le faire venir sur scène. Il a fait venir Robert Forisson, qui est un prof de littérature reconverti dans l'histoire et notamment dans la négation des chambres à gaz et des événements qui sont liés à la Shoah. Personnage tout à fait étonnant, plutôt sordide à notre avis. On n'a pas complètement potassé ces travaux parce qu'on n'est pas historien pour l'essentiel d'entre nous et c'est un gros travail de faire ça. Donc nous, on n'est pas apte à juger de la qualité de son travail, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit en filigrane de sa réflexion un raisonnement de type panglossien. On appelle ça comme ça en hommage au livre de Voltaire, Candide. C'est un raisonnement à rebours. On se rend compte assez rapidement que M. Forisson est d'abord un antisémite et ensuite va construire sa thèse pour arriver à construire son discours anti-chambre à gaz. Vous voyez, et donc, bon, ça nous pose problème. Vous voyez. Alors, Paul-Éric Blanru avait fait un film là-dessus. Et le lien était vite fait parce que Paul-Éric Blanru avait monté un cercle dit zététique dans les années 90. Et à Grenoble, il y a une association qui s'appelle l'Observatoire zététique. Et effectivement, moi j'ai un cours, on a quelques cours qui s'appellent aussi zététique. Donc le lien était vite fait. Et donc la diffamation et les propos un peu douteux ont pu se dérouler tranquillement sur pas mal de listes sur Internet cette dernière semaine. Alors voilà, il y avait un appel. Nous appelons donc tous les Grenoblois à boycotter massivement cette réunion. Nous appelons tous les étudiants de l'UFR à faire part massivement de leur désapprobation totale quant à la tenue de ce débat qui n'a pour but que d'apporter une caution universitaire aux idéologies d'extrême droite les plus répugnantes. J'espère que cette tribune-là ne servira pas de tribune aux idéologies d'extrême droite répugnantes. Et si c'est le cas, on en tirera les plus grandes leçons. Mais connaissant bien les travaux de Bricmont et connaissant bien ses vidéos, ses écrits, etc., j'ai très peu de doutes. La probabilité est proche de 0, à mon avis. En tout cas, il saura s'en justifier. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourrez juger opportunes pour mettre au clair ses opinions sur la liberté d'expression, sur ses positionnements, etc. Merci d'être là, Jean Bricmont. Merci d'être venu aussi de Louvain. Bonsoir tout le monde. C'est une introduction. Je remercie le Cortex et mon voisin l'invitation, l'université l'invitation, son président, vous d'être venus. Comment dirais-je, je risque de vous décevoir parce que si vous êtes venus pour écouter des propos sulfureux d'extrême droite, racistes, antisémites, négationnistes, vous allez être déçus parce que je ne vais pas tenir de tels propos. En fait, je suis un peu embarrassé parce que j'ai peur de ne dire que des banalités. Et comme le dit Chomsky, puisqu'on le mentionne, ce sont des banalités qui sont comprises depuis le XVIIIe siècle. Mais malheureusement, on le verra, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des choses qui sont comprises dans un certain sens, elles ne sont pas comprises par tout le monde. Et alors, je vais commencer, puisqu'on m'a dit d'essayer de m'insérer un peu dans l'actualité, parce que je vais faire un truc un peu historique, mais je vais commencer par des événements d'actualité. Évidemment, vous connaissez l'événement le plus tragique, ce qui est le massacre dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier de cette année, les manifestations, nous sommes tous Charlie, etc., etc. Mais en fait, quand on y réfléchit,
ces événements proposent déjà, enfin les événements et les événements récents, donc tout le monde dit on est pour la liberté d'expression, on défend la liberté d'expression, mais peut-on justement à l'occasion de ces événements poser la question de la liberté d'expression et poser la question de dans quelle mesure existe-t-elle, dans quelle mesure y a-t-il des limites, et est-ce que ces limites sont justifiées? Par exemple, vous serez peut-être étonné de savoir que Bob Dylan, bon, je ne sais pas si les jeunes le connaissent encore, mais qui était un chanteur très connu quand j'étais jeune, est poursuivi en France pour avoir fait des remarques considérées comme racistes à l'égard des Croates dans un journal américain, Rolling Stone. Je ne pense pas que les poursuites arriveront, mais elles existent. Il y a quelques jours, un militant anti-apartheid sud-africain qui s'appelle Farid Essak était venu pour faire des conférences à propos de la Palestine, la situation de l'apartheid, comme il dirait en Palestine, en France. À la dernière minute, l'université de Paris 1 a fermé, donc c'est pire qu'ici, ils ont interdit l'accès à l'université et il a dû faire la conférence devant les grilles de l'université. Et l'université de Toulouse dit aussi qu'elle a eu beaucoup de, parce qu'il doit faire tout un tour en France, elle a eu beaucoup de pression des mêmes milieux que ceux qui faisaient pression contre moi, et le sujet est quand même très différent du mien. Meir Habib, qui était un député centriste, vous l'avez peut-être vu à la télévision, parce que c'est lui qui traduisait le discours de Netanyahou quand il était venu à Paris, justement pour l'événement Charlie Hebdo, quand il était dans la synagogue de la Victoire, il a fait un discours, et comme ça vous l'avez peut-être vu, il a voulu introduire un projet de loi interdisant le signe de la quenelle. Donc moi, je suis un garçon bien élevé, je ne vais pas faire le signe de la quenelle, mais je suppose que vous savez ce que c'est ce signe où les gens font un signe qui est inspiré par Dieudonné. Et alors, évidemment, si on interdit un geste, jusqu'où peut-on les mettre les mains, comment les mettre, etc. Je ne dis pas que ça va passer, je ne pense pas, mais enfin. Et finalement, toujours dans l'actualité, Dieudonné a été condamné pour avoir tweeté lors de cette manifestation « Je me sens Charlie Koulibaly ». Donc, il a été condamné pour apologie du terrorisme. Bon, c'est quand même pas une apologie très explicite du terrorisme, mais il y a une question d'interprétation. L'interprétation qu'il a donnée, c'est de dire qu'il fait de l'humour Charlie, mais il est traité comme un terroriste. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Bon, il me semble qu'il a quand même le droit encore d'expliquer ce qu'il veut dire, mais enfin, il a été condamné pour apologie du terrorisme. Bien. Donc, si vous voulez, ça c'est un peu une entrée en matière pour dire que la question de la liberté d'expression se pose presque tous les jours, même dans l'actualité aujourd'hui. Où mettre la limite? Est-ce que Dieudonné doit être condamné? Est-ce que Farid Essak peut parler? Est-ce qu'il faut condamner le geste la quenelle? Faut-il poursuivre Bob Dylan, etc. Et vous avez des exemples comme ça tout le temps dans l'actualité. Alors, mon exposé va être un peu conceptuel, c'est-à-dire je vais essayer de partir des principes et puis donner des exemples de lois qui, à mon avis, mènent à des abus dans leur application en matière de liberté d'expression. Et donc, je vais expliquer évidemment d'abord les principes tels qu'ils étaient compris à l'époque de Voltaire, de Mill, etc. Mais on m'a aussi demandé de faire les liens avec les sciences. Alors, c'est vrai que moi, comme scientifique, je suis physicien et je pense que je ne suis pas isolé dans ma profession. La plupart des gens défendent la liberté d'expression. Pourquoi? Enfin, telle que je la défends. Pourquoi? Mais parce que toutes les sciences se sont construites dans un long combat contre la censure étatique ou religieuse. Vous connaissez Galilée, vous connaissez Darwin, mais l'Église s'est opposée au paratonnerre, elle s'est opposée à tout, à l'accouchement sans douleur, à la vaccination. Enfin, il y a eu des conflits dans toute l'histoire des sciences, la géologie, etc. Et encore aujourd'hui, là où elles sont fortes, les églises ont tendance à s'opposer aux sciences et essayer de les censurer. Et en plus, il y a eu les États en Union soviétique, il y a eu une biologie officielle, etc., à l'époque de Lysenko. Donc, le conflit entre les scientifiques et l'État ou l'Église ou les idéologies en matière de liberté d'expression était constant. Alors, on peut me dire aussi, maintenant, c'est dépassé. En France, ça n'existe plus. OK, mettons. Mais il y a un gros problème indirect que je vais mentionner dans un moment. C'est la question de la crédibilité des scientifiques. Beaucoup de gens aujourd'hui, et peut-être certains parmi vous, pensent que les scientifiques sont vendus à l'industrie, aux industries pharmaceutiques, aux lobbies médicaux, etc., et qu'ils perdent leur objectivité. Mais si évidemment l'État intervenait dans les débats et faisait des lois empêchant de contester certaines thèses, alors évidemment, il n'y a plus personne qui y croirait. D'accord ? Si vous prenez des choses, par exemple, qui ont été tout à fait évidentes, comme les axiomes d'Euclide, pour ceux qui connaissent la géométrie, donc la géométrie grecque, c'était quelque chose qui a été considéré comme évident pendant des siècles et qui a été révisé au XIXe siècle. Mais personne n'a fait de loi pour dire qu'on ne pouvait pas les contester. À cause des révisions qu'on a fait au XIXe siècle, on a eu la relativité générale. C'est grâce à ça que vous avez vos GPS, parce que les GPS utilisent la relativité générale d'Einstein qui a été faite en 1915-1916. Donc,
il y a cet instinct, si vous voulez, qu'il faut laisser les idées, même les plus folles, parce que ce qui est considéré comme faux à une époque peut être différent à une autre époque, est nécessaire. Alors, je vais commencer. Voilà. Donc, je vais commencer par expliquer ce qu'on entend d'habitude, les défenseurs de la liberté d'expression, je ne suis pas le seul au monde, défendent comme principe, et qui sont les bases d'ailleurs de la Constitution française, de la Constitution des pays démocratiques. Vous avez l'article 19 de la Déclaration universelle que vous pouvez lire. Donc là, c'est un article qui dit clairement que tout individu a droit à la liberté d'opinion et il a le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, a fortiori ne pas être poursuivi, mis en prison, etc. Et ça, c'est le principe, si vous voulez, le plus général. Mais évidemment, il y a une question de savoir ce que vous appelez liberté. Qu'est-ce que c'est qu'une opinion? Alors là, je voudrais introduire une distinction. Si vous insultez quelqu'un, vous dites sale noir, sale juif, sale homosexuel, etc., ça, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression, c'est des insultes personnelles. Si vous diffamez des gens, si vous dites, voilà, telle personne est pédophile, il n'y a pas de preuve, c'est de la diffamation. Et si vous dites que quelqu'un est négationniste, entre parenthèses, quand il n'y a pas de preuve, c'est aussi de la diffamation. Mais comment dirais-je, ça, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Il y a des restrictions raisonnables à la vie privée. Bon, ça devient compliqué quand il s'agit de personnalité, etc. Mais bon, on ne peut pas dire n'importe quoi sur la vie privée des gens. Il y a le plus fondamental, c'est l'action, l'incitation à l'action immédiate. Donc toutes les idées que je vais défendre, c'est la distinction entre la parole et l'action. Les idées qu'on exprime, les idées générales et l'action. Mais si, je ne sais pas, je mets un revolver sur la tempe de mon voisin et quelqu'un dit tire, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Donc évidemment, si vous incitez à une action qui est illégale, simplement parce que ce sont des paroles, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Mais tout ce qui est idée générale sur l'histoire, les sciences, les religions, les pseudosciences, la philosophie, etc., les doctrines politiques, etc., ça, pour moi, ça rentre dans, et classiquement, ça rentre dans l'expression d'opinion. Alors, de nouveau, pour citer un auteur classique, qui est John Stuart Mill, qui est un auteur anglais du 19e siècle, qui a écrit un livre que je vous conseille de lire, On Liberty, sur la liberté. Et il fait un raisonnement intéressant. Il dit ce qui est mauvais, déplorable dans la violation, dans imposer le silence à une expression d'une opinion, c'est que si l'opinion est juste, on prive les générations futures évidemment de la vérité, ça c'est trivial, mais si elle est fausse, on perd la perception plus claire, une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l'erreur. Donc la vérité se renforce dans la confrontation avec l'erreur. Et il donne un exemple pris aux sciences naturelles. Il dit, une des raisons qu'on a de croire aux lois de Newton, qu'on ne peut pas vérifier, ni vous ni moi, ni même moi, je ne suis pas astronome, je ne peux pas vérifier le mouvement des planètes, etc., personnellement, si je fais confiance aux gens qui le font, c'est parce que je sais que ce qu'ils disent peuvent être mis en question par tout le monde et que ça résiste à la critique. Et c'est parce que des idées résistent à la critique qu'elles sont crédibles. Si on fait des lois qui empêchent de les critiquer, ce test disparaît. C'est un point important à garder en tête. Alors, pour revenir à la France, Robespierre, on a cité Voltaire. Alors, Voltaire est connu pour une phrase qu'il n'a pas dite, qu'il a dit, qui est je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Ça, il ne l'a pas dit, c'est une phrase apocryphe, mais il a réellement dit quelque chose de semblable à propos, ça c'est dans mon livre, je ne vais pas le citer, de l'esprit d'Helvétius, qui était un livre qui avait été brûlé pour des raisons par des théologiens, on va dire. Mais Robespierre, en 1791, tient tout un discours, tout un raisonnement sur la liberté d'expression qui est tout à fait moderne et tout à fait celui qu'on pourrait tenir aujourd'hui. Il dit, bon, si on publie une opinion, cette liberté, vous pouvez lire, ne peut être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions contraires. Donc, comme je lis trop vite, paraît-il, je vais vous laisser lire et résumer. Donc, la vérité ne peut sortir que du combat de toutes les idées vraies ou fausses, absurdes ou raisonnables. Et alors, il donne un argument que Marx utilise aussi à la main un peu plus tard, et qui est un argument traditionnel, c'est que si les gens qui font les lois, si les magistrats, etc., sont des êtres d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, alors ils pourraient exercer cet empire sur les pensées. Mais s'ils ne sont que des hommes comme d'autres, il est absurde que la raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de tous les autres hommes, et par conséquent, toute loi pénale contre la manifestation des opinions, au sens où je viens de les définir, n'est qu'une absurdité.
Et donc cette idée de la liberté d'expression, qu'on m'attribue parfois comme étant radicale, inconditionnelle, etc., est en fait tout à fait classique. Elle est à la base des principes de la Révolution française et de la Révolution démocratique. Marx, par exemple, je vais citer Marx, parce que souvent, évidemment, les gens qui se réclamaient de Marx étaient plutôt en faveur de la censure, mais Marx, en tout cas dans ses écrits de jeunesse, a dit il faut supprimer la censure parce que l'institution est mauvaise et les institutions sont plus puissantes que les hommes. Il veut dire par là que si on donne à certains hommes, exactement ce que dit Robespierre, le pouvoir de censurer, eh bien, ils vont un jour ou l'autre abuser de ce pouvoir. Et j'ai essayé de le prouver avec deux exemples, la loi Guessot à laquelle je viendrai et la loi Pleven de 1772. Alors c'est une loi qui paraît pleine de bonnes intentions et qui réprime, entre autres, les gens qui incitent à la haine ou provoquent à la haine en fonction à la haine pour des raisons raciales, pour des personnes en raison de leur origine ou leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Bon, moi j'ai déjà un petit souci avec l'idée d'appartenir à une religion parce qu'on adhère à une religion, on n'y appartient pas de mon point de vue laïque, je pense que c'est correct, mais enfin, vous voyez l'idée. Alors le problème que j'ai avec cette loi, c'est seulement qu'elle est vague. Parce qu'à partir de quand vous définissez l'opinion que les gens ont sur d'autres groupes humains comme une incitation à la haine? C'est difficile de prétendre que les êtres humains n'ont pas des attachements à leur groupe ethnique, territorial, linguistique, je ne sais pas quoi. Vous avez ça partout. Dans mon pays, pour ne citer que mon pays, par exemple, vous avez des antagonismes constants entre les francophones et les néerlandophones. Et la division sur beaucoup d'opinions suit la frontière linguistique. Donc, c'est difficile de croire que les gens sont parfaitement objectifs. Simplement, ils adhèrent, ils ont une certaine adhésion à leur groupe. Et à partir de quand des propos d'une communauté sur l'autre, d'ailleurs, les lois antiracistes ne peuvent pas être appliquées aux propos intercommunautaires en Belgique, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de procès. Et donc, à partir de quand ces propos peuvent être considérés comme une incitation à la haine, c'est là où l'arbitraire se place et où la question se pose de savoir qu'est-ce qui est réellement une incitation à la haine ou bien des préjugés ou je ne sais pas quoi. Une autre chose que j'ai oublié de dire, mais que je vais dire maintenant, c'est que, et qui est liée à la science, c'est qu'évidemment, ce qui est important dans la science, c'est l'objectivité. C'est l'idée de sortir justement de sa subjectivité, d'échapper à ses désirs, à ses goûts, à sa culture, à sa formation, etc., et de tendre vers l'universel. Mais la même fonction est attribuée au droit, de mon point de vue. C'est-à-dire d'essayer de sortir justement de l'arbitraire, parce que l'arbitraire, c'est toujours l'arbitraire du pouvoir. Or, le droit protège, contrairement à ce que, par exemple, les marxistes disaient que le droit est bourgeois, etc., intrinsèquement, il ne l'est pas. Le droit protège l'individu contre l'arbitraire du pouvoir, et c'est ça ce que je trouve important. Alors, bon, j'ai beaucoup d'exemples dans mon livre, je ne peux pas les passer tous en revue, je vais en passer quelques-uns, et j'espère qu'ils seront illustratifs, et de toute façon, comme j'ai dit, je répondrai à toutes les questions, toutes les objections, etc., dans la période de... Alors, je vais donner un exemple de poursuite d'incitation à la haine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ciné, c'est un dessinateur, bon, dans ma génération, il est très connu, il est assez âgé, c'était un dessinateur à l'époque de la guerre d'Algérie, après de 68, etc., et qui, entre autres, écrivait dans Charlie Hebdo, et en 2008, il dit, à propos de Jean Sarkozy, donc le fils de Nicolas, qu'il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d'épouser sa fiancée juive et héritière des fondateurs de Darty. Il dit il fera du chemin dans la vie ce petit. Donc il ironise sur la conversion supposée pour des raisons d'opportunité. Lors de mariages avec des personnes riches, on suppose, quand il y a conversion, on suppose que la conversion peut être pour raison, on suppose, avec certaines personnes, pour des raisons d'opportunité. Après tout, c'est une expression bien française, c'est Paris vaut bien une messe. Et je ne sais pas si on pouvait taxer Henri IV de racisme anticatholique à ce moment-là, parce qu'évidemment, ça voulait dire qu'il pouvait se convertir pour des raisons d'opportunité. Mais dans Libération, on lit quelques jours avant, Patrick Gaubert, président de la LICRA, donc ami de Sarkozy, dit que le fils de Nicolas vient de se fiancer avec une juive, héritière des fondateurs de Darty, et envisagerait de se convertir au judaïsme pour l'épouser. Donc on a une phrase pratiquement semblable à celle de Ciné, sauf qu'il dit il fera du chemin dans la vie ce petit. Un peu d'ironie. Il est poursuivi, il est chassé de Charlie Hebdo, il est poursuivi pour incitation à la haine raciale. Est-ce que c'est une incitation à la haine raciale? Alors on me dit parfois que c'est des énoncés performatifs. Parfois, on m'a dit ça ce midi, un énoncé performatif, c'est du genre, je mets un revolver sur la tempe de Richard et quelqu'un dit tire. Alors la parole est liée à l'action. Ça, je suis d'accord, mais quelle est l'action ici? Où est l'action? Il n'y en a pas. Il a été chassé de Charlie Hebdo, il a eu une indemnité de licenciement, donc là il a gagné devant les tribunaux, il a été acquitté, mais personne n'a envie de traîner devant les tribunaux, de dénoncer dans la presse, etc. pendant des années, et donc je considère ça comme un abus de la loi. Alors juste pour mémoire, j'ai mis un autre excès de Ciné, qui est une nonne en train de se masturber avec un crucifix dans le vagin.
Bon, je vois qu'il y a des gens qui sourient, vous pouvez sourire, mais il y a aussi, je sais très bien que quand j'étais jeune, en tout cas en Belgique, les catholiques n'auraient pas souri du tout. Ils auraient été choqués, ça aurait heurté leur conscience, leur morale, ça aurait été une atteinte aux bonnes mœurs, etc. D'ailleurs, ça aurait été probablement censuré à l'époque. Mais voilà, maintenant on dit c'est la liberté d'expression. Où mettez-vous les limites? Est-ce que ça c'est la liberté d'expression? Il ferait du chemin dans la vie, c'est petit, c'est une incitation à la haine raciale? Bon, je vous laisse réfléchir. Alors je vais passer à l'autre extrême du spectre politique pour montrer que je suis aussi un peu d'extrême droite. Non, je ne suis pas d'extrême droite du tout, mais c'est parce que j'ironise avec les conneries. Bon. Alors, mais n'empêche, je m'intéresse au droit. Je veux que le droit soit le même pour tous. Donc je vais prendre des exemples de tous les bords politiques. Ce qui m'a amené dans cette affaire, c'est Chomsky, pour des raisons que je vais expliquer plus tard. Et lui, il n'est sûrement pas d'extrême droite, mais je me suis intéressé à l'aspect purement juridique des choses. Donc, Le Pen a dit dans Rivarol, qui est un journal d'extrême droite, en France, du moins, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y eut des bavures inévitables dans un pays de 550 000 km². Il a été condamné pour cela à 3 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Mais ça, c'était plutôt pour négation de crimes contre l'humanité ou quelque chose comme ça. Mais on lit dans un journal d'histoire, un manuel d'histoire, que l'occupation allemande varie en fonction de critères ethniques. Elle est très dure à l'égard des Slaves, moins répressive à l'égard, par exemple, de la France. Alors, si vous prenez les deux textes, ils ne sont pas très, très différents. Le style est un peu différent, mais on ne peut pas dire que la distinction est énorme. Et je vous donne un autre exemple qui me paraît encore plus symptomatique, c'est Stéphane Hessel, qui est un résistant, qui est mort il y a quelques années, qui a écrit Indignons-nous, qui est un livre dont vous avez peut-être entendu parler, qui était très engagé du côté palestinien, et qui dit « La souplesse de la politique allemande permettait même à la fin de la guerre une politique culturelle ouverte. À Paris, on pouvait jouer des pièces de Jean-Paul Sartre ou écouter Juliette Gréco. » Alors il va plus loin, il dit « En tant que personne concernée, si j'ose me permettre une comparaison audacieuse, j'affirme ceci. L'occupation allemande, si on en compare par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, était relativement inoffensive. Mis à part les exceptions comme les arrestations, internements, exécutions, etc., ainsi que le vol d'œuvres d'art. Tout cela était affreux, mais il s'agissait d'une politique qui voulait avoir un effet positif, et pour cela rendait le travail de nous autres combattants de la résistance si difficile. Alors où est la grande différence entre bavure et exception? Pas particulièrement inhumaine, Le Pen, et voulait avoir un effet positif, et celle, dans mon livre, je donne d'autres exemples de comparaison. Je pense que, évidemment, on va me dire, en général, les gens vont me dire, oui, mais l'intention de Hessel est différente de l'intention de Le Pen, et c'est bien ça ce que je conteste. C'est le problème, c'est que quand il y a un crime qui est commis, un assassinat, quelqu'un qui est tué, on peut dire est-ce que c'est accidentel ou voulu? Ça fait une grande différence. Mais n'empêche, tuer quelqu'un est illégal quoi qu'il arrive. Il y a un problème quoi qu'il arrive, même si c'est un accident. Donc, le problème de la liberté d'expression, c'est que maintenant, c'est l'intention qui est constitutive du délit. Ce n'est pas l'intention qui aggrave le délit ou qui le qualifie, c'est l'intention le juge doit juger l'intention pour savoir s'il y a délit ou pas. Il ne doit pas s'occuper uniquement de la parole brute, si on veut. D'accord? Et ça, c'est un problème parce que alors maintenant, on réintroduit en dehors du délit d'opinion le délit d'intention qui a disparu depuis des siècles. Si j'ai l'intention de tuer Richard et que je ne fais rien, ce n'est pas un délit. Hein. Donc, si je le menace, c'est autre chose. Mais l'intention, c'est dans moi, d'accord? C'est dans moi, c'est dans ma tête. Alors, il faut juger ce qu'il y a dans la tête des gens. Comment allez-vous faire ça? Alors, Robespierre, déjà en 1791, disait dans le délit d'opinion, l'un trouvera le crime dans la chose, l'autre dans l'intention, le troisième dans le style. Et donc, on est relancé dans la question de l'arbitraire. Alors, je vais maintenant passer des exemples de choses que l'on peut dire, c'est-à-dire des choses que vous trouvez dans des livres, des choses qui ont été dites récemment, etc., et qui, à mon avis, sont plus choquantes que ce qui est interdit. Et donc, on retombe, c'est de nouveau pour souligner l'arbitraire, c'est le deux poids, deux mesures. Certains auteurs, soit parce que ce sont des auteurs classiques, peuvent dire certaines choses, soit des auteurs contemporains peuvent aussi dire certaines choses et ne sont pas poursuivis ou ne sont pas inquiétés. Alors, par exemple, j'aime bien cette phrase-là, elle est de Marx, c'est dans une des œuvres de jeunesse, en 1943, la question juive, il dit quel est le culte profane du juif? Le trafic. Quel est son dieu profane? L'argent. Eh bien, en s'émancipant du trafic et de l'argent, par conséquent du judaïsme réel et pratique, l'époque actuelle s'émanciperait elle-même. Et donc, quand il dit ça, mais je ne dis pas qu'il a... Attention, moi je ne dis pas ça, je cite. Hein. Je dis simplement que c'est dans un livre que vous trouvez évidemment en bibliothèque, mais vous trouvez en réédition. Il a été réédité, il a été publié avec une préface de Ben Saïd, je veux dire, qui est un militant trotskiste. Vous le trouvez ça facilement. En plus, vous le trouvez sur le web, évidemment. Mais évidemment, si quelqu'un cite ça, mettons que Dieudonné cite ça, il va être poursuivi.
Mais s'il ne dit pas que c'est de Marx, il peut être poursuivi. S'il dit que c'est de Marx, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, des phrases comme ça, vous en trouvez chez Hegel, vous en trouvez chez tout le monde. Bon. Mais maintenant, je vais passer à un truc plus ou moins actuel, de 2005. Dans un journal israélien, mais ça a été traduit en français, Alain Finkielkraut, dit « Je suis né à Paris et je suis fils d'immigrants polonais. Mon père a été déporté de France, ses parents ont été déportés, assassinés à Auschwitz, etc. Ce pays mérite notre haine. Ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains. Qu'a-t-il fait aux Africains? Il n'a fait que du bien. » Alors, quand il a dit ça, évidemment, beaucoup d'Africains ont été choqués. Je vois que les gens dans la salle sont choqués. Et il y a eu des réactions racistes anti-africains. Mais moi, je veux me focaliser sur la question des Français. C'est moi qui vais défendre les Français ici. Ce pays mérite notre haine. Pourquoi ce pays? Qu'est-ce que ça veut dire ce pays? C'est quoi cette entité? C'est tout le pays? C'est tous les habitants pour les siècles des siècles? Ou à l'époque, c'est le régime de Vichy? C'est quoi? Il a dit ce que ce pays a fait à mes parents était beaucoup plus brutal. Donc c'est ce pays, c'est essentialiser, je suis désolé, essentialiser les Français. Et on pourrait, si on voulait, appeler ça un appel à la haine des Français, puisqu'on ne peut pas haïr une entité abstraite qui est un État. Alors, j'ai encore donné d'autres exemples de phrases qui ne sont pas poursuivies, enfin, qui ne sont en tout cas pas condamnées. Oriana Fallaci, qui est une journaliste italienne maintenant décédée, mais qui était extrêmement, on va dire, critique de l'islam, a écrit un livre qui s'appelle La rage et l'orgueil, publié en France en 2002. Il a été publié en italien avant. Il dit « Les fils d'Allah se multiplient comme des rats ». Alors, comment dirais-je, à un moment donné, Alain Badiou, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe contemporain, avait écrit un livre sur Sarkozy. Il avait parlé de l'homme au rat. L'homme au rat, c'est un des patients de Freud. Et alors, il a fait toute une métaphore sur le fait que l'homme au rat, et les électeurs Sarkozy et les rats, etc. Et Pierre Assouline a dit, la dernière fois qu'on a comparé des êtres humains à des rats, c'était en 1942, pendant la guerre, les heures les plus sombres, etc. Ben là, vous le voyez chez Oriana Fallaci. Et je crois même que BHL a dit que comparer des êtres humains à des animaux, c'était le signe même du fascisme. Bon, manifestement, il n'avait pas étudié les fables de La Fontaine. Mais en tout cas, c'est Oriana Fallaci, elle n'a pas été poursuivie. Bon. Un autre exemple, c'est Madame Gage, qui dit, dans un ministère au Quai d'Orsay, elle dit qu'avant Sarkozy, c'était considéré comme une maison bourrée d'Arabes déguisés. Donc c'est encore quand même des Français qui travaillent au Quai d'Orsay. Et si vous dites qu'un ministère français est bourré d'Israéliens déguisés, ben, je vous souhaite bonne chance. Je veux dire, je ne pense pas que ce serait une très bonne idée. Et donc ça, c'est un petit tour de la question pour vous inviter à réfléchir. Je ne vais pas vous donner de réponse, mais vous inviter à réfléchir. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Je donne des exemples dans le livre. Je prétends que cette loi est mal faite parce qu'elle est vague, et quand elle est vague, l'arbitraire se glisse. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est la phrase... l'un trouvera le crime dans la chose, l'autre dans l'intention, le troisième dans le style. Et ça, c'est tout le problème. À partir du moment où on veut légiférer, ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Est-ce que c'est une incitation à la haine? Est-ce que c'est une incitation à la haine? Etc. D'accord? Alors, je vais... attends, je vais regarder l'heure qu'il est. Bon, ça va. Tout va bien. Donc, je vais passer à la deuxième partie qui concerne la loi Guessot. Alors, autant je considère la loi Pleven comme vague et trop générale, autant je considère la loi Guessot comme trop précise. Et elle provoque le même genre de problème. La loi Guessot punit ce qu'on appelle le négationnisme. Donc, en fait, elle punit les gens qui contestent des crimes contre l'humanité, donc des crimes sérieux, on va dire, qui ont été tels que définis par l'article 6, etc., de ce qu'on appelle, enfin ça c'est en français courant, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Nuremberg, donc qui en 1946 a été instauré pour juger les dirigeants nazis et en pendre un certain nombre. Et donc les gens qui ont été, si on conteste les conclusions de ce tribunal, on est passible de poursuites et de condamnation à des peines de prison, à des amendes lourdes, etc. Ça peut être 1 an de prison, je crois 45 000 € d'amende, enfin c'est assez lourd. Mais donc ce sont des faits historiques qui sont produits, qui ont été jugés par un tribunal à l'époque, et on considère que le fait de contester ces conclusions est quelque chose d'illégal. Mais si vous prenez la mesure de ce que ça veut dire, vous oubliez l'horreur du nazisme, etc. Si vous dites, mais c'est quand même un peu bizarre, maintenant on a un tribunal où les vainqueurs jugeaient les vaincus, il faut quand même être honnête, je peux vous donner des citations de l'époque où tout le monde le reconnaissait, mais on peut être content que les vainqueurs aient gagné et les vaincus perdus, mais ce n'est pas pour ça que le tribunal n'était pas un vainqueur jugeant des vaincus. Et les conclusions de ce tribunal sont incontestables, et si vous les contestez, vous êtes passible de peine de prison, ce qui n'arrive pour aucun autre crime dans l'histoire. Je veux dire, il n'y a pas de
Vous pouvez dire ce que vous voulez sur ce que Léopold II, le roi des Belges, a fait au Congo. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la colonisation des Amériques, l'Union soviétique. Enfin, rien il n'y a aucune atrocité dans l'histoire qui n'est, entre guillemets, protégée par une loi pareille. À mon avis, c'est une très mauvaise idée, même pour les gens qui veulent défendre la mémoire de ce qui s'est passé dans l'histoire. Bon. Alors, je vais expliquer l'origine de la loi, parce qu'elle a une histoire. Elle remonte à l'affaire Forisson. Et c'est l'affaire Forisson qui explique aussi mon intérêt pour cette affaire, mais je suis évidemment plus âgé que la moyenne des gens dans la salle, et c'est quelque chose qui remonte à 81 et 83. Donc, Forisson a publié en 78-79 des articles qui ont été publiés dans Le Monde. Son seul crime, c'est de les avoir envoyés. Il n'a pas forcé Le Monde à les publier, mettant en cause, ou niant, on va dire, l'existence des chambres à gaz comme moyen de meurtre de masse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien. Alors, il a été condamné en première instance en 80 et en appel en 83. Mais en 83, les attendus étaient très bizarres. Enfin, je vais dire, ils allaient quand même dans son sens en disant qu'on ne peut pas affirmer, eu égard à la nature des études auxquelles il s'est livré, qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence ou délibérément choisi de les ignorer. Qu'en outre, personne ne peut, en l'état, le convaincre de mensonge lorsqu'il énumère les documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de 14 ans. Il conclut, la valeur des conclusions défendues par Forisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. Donc le tribunal dit, nous on n'est pas compétents, on n'a pas prouvé que ce type avait tort, ou qu'il mentait en tout cas, et ce n'est pas nos affaires. Le tribunal ne décide pas de l'histoire, ce qui est exactement la position que je défends. Mais le tribunal a considéré que la façon de s'exprimer était blessante pour les survivants, ce que je trouve évidemment un problème, parce que toute personne, tout groupe de personnes, et on le verra plus tard, peut se juger blessé par certains propos et la condamner pour cette raison. En 90, on a passé donc un certain temps après, on a voté la loi Guesso, qui est une loi qui, évidemment, comme je le dis, évite ce genre de discussion, parce qu'il suffit de nier, vous êtes condamné, il n'y a pas de discussion sur le fond de ce que vous dites. Alors, je vais expliquer de nouveau le problème de l'argument classique sur la liberté d'expression, c'est celui de la pente glissante. Donc, j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'on condamne un, puis on condamne un autre, etc. Ah oui, je devrais peut-être expliquer, parce qu'on a mis Chomsky dans le titre plutôt, mon implication dans cette affaire et mon intérêt dans cette affaire. À l'époque, enfin, à la fin des années 70, après avoir fait ma thèse, je suis parti travailler aux États-Unis comme physicien. Et j'ai, entre guillemets, rencontré Noam Chomsky. En fait, j'ai rencontré sa pensée qui m'a apparu très intéressante. Et quand je suis revenu en Europe, en 82, enfin, je suis revenu et reparti, mais bon, dans les années 80, j'ai essayé de parler de Chomsky. Et chaque fois que j'ai essayé de parler de Chomsky, on disait, oui, mais il a soutenu Forisson. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Chomsky? Chomsky a fait exactement la même chose que ce qu'on me reproche à moi. Il a défendu la liberté d'expression de Forisson. En pratique, c'est tout ce qu'il a fait. Alors que Forisson était poursuivi, il était attaqué physiquement, l'université ne le protégeait pas, il avait dû arrêter ses cours, etc., etc. Donc, Chomsky a juste défendu sa liberté d'expression. Mais ça a provoqué un scandale encore plus grand que évidemment, Chomsky est plus important que moi, mais que ma venue ici, ça a été un scandale, ça a été toute une affaire, toutes sortes d'intellectuels se sont mobilisés pour dénoncer Chomsky, pas seulement Forisson, mais Chomsky. Et donc, moi, j'étais assez énervé par cela et j'ai essayé de réfléchir à cette question à partir de là. C'est juste pour, tu m'as demandé de me situer, et c'est ça ce qui a initié mon intérêt dans cette question plus générale de la liberté d'expression. Alors maintenant, je vais passer à un cas de pente glissante, c'est-à-dire, un des exemples de la pente glissante, c'est que, bien sûr, Chomsky n'a pas été condamné par les tribunaux, il n'a pas été poursuivi, mais en pratique, il est devenu immensionnable. Et ça, je le sais d'expérience, entre, on va dire, 80, l'affaire Forisson, et en 92, on a réussi à publier un livre de lui en français en Belgique, et après, il a été publié en France de nouveau, Paragon, je crois, en 95 ou quelque chose comme ça, et il est devenu après plus mainstream, on va dire, des publiés par Fayard et des choses comme ça, mais les traductions des livres en anglais qui publiés dans les années 80 étaient impossibles. Et donc, comment dirais-je, c'est ça qui m'avait intéressé, c'est la pente glissante, c'est-à-dire on n'avait pas seulement dit, voilà, on condamne Forisson, mais on boycotte, on marginalise, on attaque quelqu'un qui dit non, il ne faut pas le condamner. Il me semble que si on condamne quelqu'un, si on fait une loi, on doit pouvoir en discuter. Quand j'étais jeune, par exemple, l'avortement était interdit. Mais s'il est autorisé, c'est forcément parce que des gens l'ont autorisé. C'est parce que des gens ont condamné la loi. Toutes les lois doivent pouvoir être discutées, sinon on ne peut jamais les changer. Et donc, il me semble qu'il avait le droit de s'y opposer. Il n'y avait rien d'illégal, il n'a pas été poursuivi, mais il a été diabolisé
pour cette raison, et c'est à la diabolisation que je m'oppose. Alors je vais prendre de nouveau quelqu'un de l'autre côté du spectre politique, qui est Gollnisch, donc que vous connaissez sans doute comme membre important du Front National, qui était le candidat alternatif à Marine Le Pen lors des dernières élections pour la présidence du Front National. Il a tenu des propos dits ambigus sur les chambres à gaz. Alors, les propos, je n'ai pas d'enregistrement, j'ai la version des journalistes qui étaient sur place et la version de ses défenseurs. Je ne vais pas rentrer, je peux donner les détails, ils sont dans mon livre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, en pratique, il a dit les historiens doivent être libres de discuter, pas sous la menace d'une loi communiste, de la loi Guesso, etc., parce que Guesso était communiste. Bon, à l'époque, la gauche était majoritaire à l'Assemblée et c'est comme ça qu'elle a été votée. Mais ce qui m'intéresse, et sur ça que je me base, c'est que la Cour de cassation, donc il a été suspendu d'enseignement, condamné à de nombreuses reprises, avec la prison avec sursis, avec des amendes, mais la Cour de cassation a dit « allez vous faire foutre ». Tout ça, ça ne vaut rien. Ils ont renvoyé ils ont cassé sans renvoi. Normalement, quand une cour casse, elle casse, Cour de cassation, elle casse sur une vice de forme et elle renvoie devant une cour d'assises, une nouvelle cour d'assises pour juger l'affaire. Ici, il a dit non, ça ne vaut pas la peine. Et il a dit, ce qui est là, il dit, voilà, ce sont des énoncés contradictoires, ils ne permettent pas de caractériser le délit de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, puisque c'est la dite contestation qui est dans la loi Guesso. Mais le problème, c'est qu'il a quand même été suspendu d'enseignement, la Cour de cassation ne pouvait pas revenir dessus, pendant 5 ans, sans salaire, etc., etc. Et donc je pense que c'est un exemple d'arbitraire inspiré par la loi. Alors je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous dire que je vais donner des textes maintenant qui sont des textes venant d'historiens orthodoxes, non révisionnistes, non négationnistes, etc., mais qui, pour moi, vont beaucoup plus loin que Gollnisch, et ils n'ont jamais été poursuivis. Et donc, il y a un professeur historien qui est un professeur à Princeton qui a écrit un livre qui s'appelle « La solution finale en histoire » qui a été publié en 90 en France. Et on lit ceci. Les sources dont nous disposons pour étudier les chambres à gaz, donc, ce qui est l'objet principal des poursuites, sont à la fois rares et peu sûres. On n'a jusqu'à présent découvert aucun ordre écrit prescrivant nommément les gazages. Nos connaissances se fondent pour l'essentiel sur les dépositions des fonctionnaires nazis et leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre et sur les souvenirs des survivants et des témoins. Ces sources doivent faire l'objet d'une étude, d'une critique attentive, parce que leur valeur peut dépendre de facteurs subjectifs très complexes. Mais le problème, évidemment, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un, comme M. Gollnisch, est poursuivi pour avoir dit beaucoup moins que cela, parce que Gollnisch a dit qu'il faut qu'il soit libre, il n'a même pas dit ça, évidemment, si les gens font de telles études, ils vont devoir faire très attention à leurs conclusions. Alors encore, pour enfoncer le clou, Serge Klarsfeld, que vous connaissez sans doute, qui est le père d'Arnaud Klarsfeld et qui est un chasseur de nazis, comme on dit, en 86, il fait une interview, il annonce l'apparition d'un livre d'un monsieur Pressac. Alors ce Pressac, je ne le cerne pas bien, je ne peux pas dire que je le connais très bien, mais c'est quelqu'un qui a écrit un livre, Les crématoires d'Auschwitz, donc un assez gros livre, La machinerie du meurtre de masse, qui a été publié d'abord aux États-Unis en anglais, enfin une version a été en anglais, et puis au CNRS en France. Et il dit, ça va constituer enfin la preuve des preuves, donc concernant les chambres à gaz. Il avait dit qu'il n'y avait pas encore de preuves, et il répond ceci, moi les bras m'en tombent, il dit il y avait des débuts de preuves qui embarrassaient donc les Forissoniens, Forisson et ses disciples, mais ne les avaient pas encore réduits au silence. 40 ans après Nuremberg, qui, je le rappelle, est sacralisé par la loi Guesso. Donc lui dit, 40 ans après Nuremberg, on va enfin avoir des vraies preuves, mais la loi Guesso dit non, tout était réglé à Nuremberg, il n'y a plus à discuter. Bon, ça me paraît assez contradictoire. Ce qui est pire encore, c'est que le dit Pressac, donc il a écrit son livre, et puis il a fait une interview en 1995 à une madame qui s'appelle Valérie Gounet, qui est une historienne du négationnisme et qui a publié un livre, Histoire du négationnisme en France, entièrement anti-négationniste. Mais elle publie cette interview dans un annexe, et vous pouvez trouver l'interview sur le web, vous pouvez tout lire, je vais vous donner des extraits, mais moi elle m'a très fort choqué, je dois dire, quand je l'ai lu. Il dit 95% du zyklon B, donc ça c'est le gaz qui était utilisé pour tuer les juifs dans les chambres à gaz, livré à Auschwitz était employé à l'épouillage et seuls 5% servaient à asphyxier les juifs, au contraire des dires de Raoul Hilberg, alors que Hilberg c'est le grand historien de la déportation et de l'Holocauste qui est mort maintenant. Évidemment sur la loi Guesso, Pressac dit c'est une imbécilité réactionnaire communiste votée par une majorité de députés soi-disant progressistes, et elle ne pourra pas encadrer politiquement l'histoire encore très longtemps, parce que les acquis historiques ne sont pas fixés pour l'éternité et fluctuent en fonction des décisions politiques,
des documents retrouvés ou d'enquêtes de recoupements inattaquables. Bon. Sur le nombre de morts, alors je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez lire, il révise à la baisse les morts pour un grand nombre de camps, et il termine en disant le coefficient multiplicateur émotionnel, donc le nombre de morts multiplié par son coefficient varie de 2 à 7, est en moyenne de 4 à 5, et il en rajoute, cette moyenne s'applique parfaitement à Auschwitz. Bon, alors quand on dit tout ça, on se dit, bon, si c'est le type qui allait terrasser les révisionnistes, il est quand même un peu spécial. Tout changement historique, alors il termine en disant, entraîne une dévalorisation de cette mémoire fixe et présentée comme définitive. Or, de nouveaux documents surgiront inévitablement et bouleverseront de plus en plus les certitudes officielles. La forme actuelle, pourtant triomphante, de la présentation de l'univers des camps est condamnée. Qu'en sauvera-t-on? Peu de choses. De tous ces faits terribles, parce qu'ils ont provoqué la mort de femmes, d'enfants et de vieillards, ne survivront que ceux établis. Les autres sont destinés aux poubelles de l'histoire. Alors, sans me poser la question de savoir qui est le vrai Pressac, est-ce que c'est celui qui écrit le livre, celui qui fait l'interview, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je dis simplement pourquoi a-t-on poursuivi Gollnisch et pas Pressac, alors que même suivant toutes les sources que vous pouvez, Gollnisch n'a pas dit le tiers du quart de ce que disait Pressac. Et Pressac est mort en 2003, donc entre la publication de l'interview et il était en principe poursuivable, mais évidemment, on n'allait pas poursuivre le type qui était le grand héros qui a été terrassé des révisionnistes. Alors, je vais terminer en parlant de ce que je pense qu'il faut faire sur cette question du révisionnisme, et puis je vais faire des considérations plus générales sur l'importance de ces réflexions sur la censure, revenant à des choses plus actuelles en France. Donc je vais citer un intellectuel catholique italien. Moi, je ne suis pas italien et pas catholique, mais je viens de milieu catholique. Et il dit, voilà, ne sous-estimez pas ce que je vais dire. Je suis un homme peut-être pas intelligent, mais je voyage, j'écoute ce qu'il dit dans les bars, dans les trains, je participe à des colloques, je parle avec les jeunes de toutes les régions de l'Italie et du monde, et je rencontre beaucoup de mes coreligionnaires. Eh bien, gardez-vous, parce que je vais vous dire est vrai. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le révisionnisme-négationnisme est en train d'ouvrir une brèche en catimini. Le nombre de personnes qui, sans oser l'admettre, sont impressionnées et troublées par certains arguments ne cesse de croître. Le nombre de ceux qui en public affirment une chose et en privé soutiennent exactement le contraire est en train de croître aussi. Et vous savez pourquoi? À cause du fait qu'on persécute ceux qui défendent ces idées, donc on les condamne, et sans leur donner le droit de parler, sans riposter. Mais de cette manière se crée dans l'opinion publique le sentiment croissant que si on en a peur, c'est que ces gens-là disent des vérités, et que c'est cela qui peut constituer les prémices d'une nouvelle vague de préjugés antisémites, même si c'est difficile d'imaginer sous quelle forme elle pourrait se manifester. Alors il termine en disant « Il existe un moyen d'effacer le révisionnisme et le négationnisme en empêchant leurs adeptes de se donner des airs de victimes de la vérité. C'est contester rationnellement et paisiblement leurs thèses, les réfuter, les détruire, etc. » C'est la seule manière d'effacer à jamais les calomniateurs de la Shoah. Israël et le monde juif ont tout intérêt à imposer cette confrontation. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais bon, qui serait pour les médias de masse un spectacle formidable. Qu'est-ce que nous attendons? Et ça, c'est essentiellement ma position, c'est qu'évidemment, la censure se retourne contre les gens qui l'imposent et que la seule façon d'en sortir, c'est effectivement par le débat contradictoire. Or, le débat contradictoire est impossible parce que les lois de censure, d'abord, évidemment, empêchent les gens d'exprimer des opinions et forcément, il n'y a pas deux opinions, il n'y a pas une qui croche en gaz et d'autre pas. Il y a toutes sortes de nuances, toutes sortes de discussions sur quand on peut, comme le montre Pressac. Il y a toutes sortes de choses sur quand elles ont fonctionné, où, combien de temps, etc., comment. Et donc, il y a toutes sortes de choses. Et moi, je prétends que ces lois ne font qu'augmenter le scepticisme, et on peut en voir des exemples. Alors, je vais terminer. Comment je fais avec le temps, là? Bon, ça va. Hein? Bon. Je vais terminer avec ce qui me préoccupe. Dans le dernier chapitre du livre, je discute justement de ce que j'appelle la misère de l'antiracisme, c'est-à-dire justement le fait qu'il n'y a pas que, on peut dire voilà, les chambres à gaz, c'est quelques fous, etc. Mais d'abord, j'ai montré que sur la loi Pleven, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui touchent des gens beaucoup plus connus et qui ne sont pas marginaux, etc. Bien. Mais ma préoccupation, en fait, ce midi, on m'a dit que c'était à cause de la Palestine, mais ce n'est pas du tout ça. C'est à cause de la question, si vous voulez, des tensions communautaires qui existent aussi en Belgique, à l'intérieur de la France, par exemple, entre musulmans et non-musulmans, etc. Et donc, je pense qu'on le voit, bon,
On a évidemment l'accusation d'antisémitisme qui est lancée sans arrêt, comme par exemple par rapport à moi. Alors là-dessus, il y a beaucoup de musulmans qui disent « Ah oui, mais il faut combattre l'islamophobie ». Alors l'islamophobie, moi, d'abord l'antisémitisme, déjà, il faut me le définir. Tous les propos que j'ai cités, il y en a, je ne sais pas, est-ce que Siné est antisémite? Bon. Alors il y a aussi, l'islamophobie, c'est tout aussi mal défini. En général, ce n'est pas réprimé, mais si on laissait certaines organisations musulmanes obtenir ce qu'elles veulent, elles obtiendraient cette répression. Là-dessus, il y a des gens qui sont contre la christianophobie, il y a des chrétiens qui se plaignent de christianophobie, et évidemment, si on acceptait cela, alors la laïcité est terminée. Et donc, je voudrais proposer quelques exemples pour montrer l'ambiguïté, par exemple, quand on parle de discours relativement au courant, d'accord? Alors, par exemple, revenons à Charlie Hebdo. Ils ont fait un dessin représentant Dieudonné avec un petit cerveau, un tout petit cerveau, et ils appellent, le titre c'est « Le cerveau de Dieudonné, un point de détail ». Ça, c'est une allusion à une phrase de Le Pen qui a dit que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, étaient condamnés, etc. Mais bon, est-ce que c'est raciste, c'est pas raciste? Je vous laisse apprécier, quoi. Donner un autre exemple, un humoriste qui s'appelle Gaspard Proust, il ridiculise l'idée qu'Israël colonise la Palestine parce qu'il dit coloniser, c'est pour accaparer des ressources. Et il ajoute devant Thierry Ardisson, coloniser la Palestine, dit-il, à moins d'être fasciné par les Mercedes des années 60, le sable et l'huile d'olive, voulant dire, il n'y a que ça en Palestine. Bon, tout le monde rigole, son auditeur rigole. Dieudonné, ses ennuis ont commencé quand il s'est moqué d'un colon juif en Palestine. Si c'est scandaleux de se moquer des colons, est-ce que c'est scandaleux de se moquer des colonisés? On peut poser la question. Je vais vous donner d'autres exemples. Mon problème, c'est toujours que je pense que justement, dans ces questions-là, il y a toujours, comme j'ai essayé de l'expliquer, un problème de deux poids, deux mesures. Quand il y a un problème de deux poids, deux mesures, les gens qui sont victimes de ce deux poids, deux mesures se sentent, sentent que la justice n'est pas la même pour tous, et ça provoque toujours des réactions négatives, et ça augmente les divisions à l'intérieur de la société, et divisions sur des bases identitaires, ce qui n'est sûrement pas souhaitable dans une république. Alors, par exemple, ça c'est encore plus choquant, mais c'est une blague assez ancienne, d'un humoriste, je suppose, je ne sais pas si vous connaissez, si c'est encore connu, c'est Carlos, mais il faisait des blagues du style « Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal ?» Et la réponse était la Méditerranée. Claude Sarraute, qui participait à l'émission N'est pas couché, disait, par exemple, sur Europe 1, je trouve ça encore plus choquant, elle dit « Regardez, nous les Juifs, alors écoutez, hein, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah, on l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. » Et elle s'adressait à une Arménienne en disant « Ces cons-là, les Arméniens, ont eu vraiment la même chose et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est de s'asseoir par terre dans la rue. » Alors si Dieudonné dit ça, je ne pense pas que ça passera. Un journaliste enchaîne, Claude, on peut vous dire qu'on vous aime, et une autre journaliste dit « Elle est tellement attachante, je l'adore. » Bon, c'est toute l'indignation que ces propos ont provoqué. Donc vous avez le sentiment de deux poids, deux mesures. Un autre exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a un journaliste assez médiatique qui s'appelle Christophe Barbier, qui est journaliste à l'Express, et il fait des clips, des éditoriaux sous forme de clips. Et dans un édito, il tient un exemplaire de Charlie Hebdo, il déclare « Il ne peut y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté d'expression peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo, mais donc il ne peut pas y avoir de limite. » Il fait un autre clip, c'est à propos de la liste antisioniste qui était emmenée par Dieudonné, Soral et Yahya Gouasmi lors des élections européennes de 2009, et il dit « La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections européennes ?» Alors, il y a des limites ou il n'y en a pas? Et où elles sont où? Vous comprenez? Il y a quand même un problème, il faudrait savoir de quoi on parle. Une autre vidéo que vous trouvez sur le web, qui s'appelle Jamel Bourras et Dieudonné chez Ardisson, la liberté d'expression en France, qui est faite probablement par, j'imagine, par des musulmans, montre d'abord l'animateur, donc Ardisson, face à Jamel Bourras, qui est un judoka musulman, et lui dit à propos des caricatures de Mahomet qu'on ne peut pas être de limite à la liberté d'expression, sinon on entend de l'autocensure, etc. Et Jamel Bourras dit à Thierry Ardisson, pourquoi insulter les croyances des musulmans? Pour le plaisir. Et Ardisson dit, ah, c'est la liberté. Puis, une deuxième vidéo, vous voyez Ardisson face à Dieudonné, après le sketch chez Fogiel. Donc, Dieudonné avait fait un sketch d'un colon israélien, sketch de peut-être de mauvais goût, mais suite auquel le ciel lui est tombé sur la tête, et lui dit de s'excuser. Il dit, est-ce que tu t'excuses? Et Dieudonné dit, non, parce que la liberté d'expression existe dans ce pays. Et il dit, on ne peut pas le faire parce que dans ce pays, on a envoyé des juifs dans les chambres à gaz. Donc, un truc qui s'est passé avant que vous ne soyez né, que moi je sois né, que Dieudonné soit né, etc., fait que Dieudonné ne peut pas faire un sketch sur
des colons qui sont en général, disons, condamnés aux yeux du droit international. Alors il parle de l'esclavage, des blagues sur les Noirs, etc., etc. Et donc vous voyez que le problème, c'est qu'on a du deux poids deux mesures, à mon avis, sans arrêt. Et ça pose un problème, si vous voulez, comment dirais-je, ça augmente les conflits communautaires. Alors je vais terminer par un texte très ancien, qui est l'édit de Nantes. Vous avez peut-être entendu parler à l'école de la révocation du édit de Nantes par Louis XIV, qui a mené à des persécutions anti-protestantes. Mais l'édit de Nantes, c'était à la fin des guerres de religion, et c'est assez intéressant. Ce qu'il dit, il dit « La mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne, et durant les autres troubles précédents à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues, et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, de faire mention, procès ou poursuite en autre cours ou juridiction que ce soit. » Donc c'est tout à fait l'opposé des lois actuelles. Il dit tout ce qui s'est passé, tous les massacres, etc., on n'en parle plus, il n'y a pas de tribunaux, rien, tout le monde on n'en parle plus. Et alors il dit, l'article 2, ça c'est l'anti-loi Guesso, l'anti-loi Pleven, il dit « Défendant à tous nos sujets de quelque qualité état qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier ou provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé pour quelque cause ou prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller, ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens sur peine aux contrevenants d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. » Alors, je trouve ce texte, évidemment, il est liberticide dans l'autre sens, mais bon, c'était sur la monarchie absolue, on n'avait pas... c'était la monarchie, on ne va pas parler de liberté à ce moment-là, mais je trouve qu'il était plus sage que les dispositions actuelles. Parce que je pense que la paix entre les communautés en France ou ailleurs en Europe suppose et en fait vaut que l'État s'abstienne de réprimer les paroles politiquement incorrectes, les incitations à la haine et les négations de l'histoire. Je pense que ce sera un premier pas dans la bonne direction qui, évidemment, ne résoudrait pas tous les problèmes, mais je vais m'arrêter ici et répondre à tes questions, puis à celles de la salle. Je ne sais pas si on fait une pause ou... Comme tu veux. T'es prêt, Jean? J'ai jamais fait ce genre d'exercice, moi, mais j'ai quand même des questions qui me turlupinent. Et bien que tu m'y aies déjà répondu hier soir autour d'un verre, je vais te les reposer quand même, pour être bien sûr. J'ai pris la définition du négationnisme en ligne, néologisme créé en 1987 par l'historien Henri Rousseau, pour désigner le fait de contester la réalité du génocide mis en œuvre contre les Juifs par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et consiste donc à prétendre soit qu'il n'y a pas eu d'intention d'exterminer les Juifs, soit que les moyens de réaliser cette extermination, notamment les chambres à gaz, n'ont pas existé. Alors, la question que tout le monde se pose, es-tu négationniste, Jean Bricmont? Mais je l'ai dit déjà au début que je ne l'étais pas. Et tu vois, ce qui m'embête dans cette question, c'est que vu l'existence de ces lois, c'est exactement ce que dit Cardini. Si je l'étais, je ne le dirais pas. Je ne vais pas le dire en public maintenant et être poursuivi demain. Donc, tu ne peux pas savoir. Moi, je dis non, sincèrement, je ne le suis pas. Mais si tu veux douter de ma sincérité, la loi fait que les gens sont suspects. C'est pour ça que les gens me suspectent, etc. Parce que la loi fait que... Et ce que dit Cardini est vrai, moi je le sais aussi d'expérience, il y a beaucoup de gens qui le sont et qui ne le disent pas. Évidemment, parce qu'on a fait ces lois. C'est ces lois qui sont idiotes. Moi je critique les lois, je discute, comme je dis, je m'occupe de lois, pas d'histoire. Enfin, de droit, pas de droit technique, mais de principe. Comme citoyen, on va dire. Mais je vais pas moi qui vais dire à Arnaud Meyer que non, il a tort de dire que les sources sont rares et peu sûres. C'est pas moi qui vais dire que Pressac, est-ce que le premier Pressac est vrai ou le deuxième, etc. C'est pas moi qui vais m'occuper de ça. Ça, c'est aux historiens de s'occuper de ça. C'est pas mon problème. C'est un problème d'historien. Moi, je suis physicien, pas historien. Le problème, c'est que Gonis a été condamné pour avoir dit ça. Bon, ou plus ou moins avoir dit ça. Et donc, c'est la pente glissante. Moi, je ne sais pas ce que je peux dire. Mais moi, non, je ne suis pas négationniste. Et si tu veux une preuve de cela, alors là, je peux te donner une sorte de preuve. C'est que Forisson himself a fait un compte-rendu de mon livre dans Rivarol et il m'a accusé d'être lâche et de ne pas être négationniste. Et je lui ai fait une réponse que je t'ai envoyée et que tu peux mettre sur le cortex, etc., où je réponds à cette question. Donc je peux difficilement trouver une meilleure recommandation que Forisson qui me critique parce que je ne suis pas négationniste. Mais bon.
Autre reproche qui t'est souvent fait, tu ne prends pas le soin de préciser tes opinions politiques préalablement à tes vidéos. Moi, je les connais, enfin, je crois les connaître, en tout cas, tes inspirations d'origine libertaire, Oui, mais gauche profonde, etc. Mais je sais que tu veux pas les préciser. Tu estimes que ça sabote un peu la question. Est-ce que je tu peux refuse, nous... si tu veux. Je trouve que depuis 68, moi, je suis un enfant de 68, mais je trouve qu'on a pris une très mauvaise habitude à cette époque qui consiste à toujours poser la question de savoir d'où tu parles. Et donc, on doit se situer avant de savoir si ce qu'on dit est vrai ou faux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce que je dis est vrai ou faux. Alors, si la même phrase est dite par un nazi, si elle est vraie ou fausse, elle reste vraie. Et ça n'a aucune espèce d'importance sur la vérité ou la fausseté. Tu vois, on m'accuse, par exemple, un des trucs on m'accuse d'avoir parlé de physique juive à propos de la physique d'Einstein, mais évidemment, j'ai utilisé ça comme expression que les nazis utilisaient. Moi, je n'utilise pas ce terme. Pour moi, la physique est vraie ou fausse. Elle peut être fausse, mais elle est vraie ou fausse indépendamment du fait qu'elle est faite par des Aryens, par des Juifs, par des Papous, peu importe. Et donc, pour moi, c'est essayer justement, c'est de la pédagogie, parce que je dis, de refuser de toujours dire « Ah, mais vous savez, je suis un brave type, je suis de gauche ». Non, je dis certaines choses. Alors, ce que j'ai dit aujourd'hui, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous dites vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais il n'y a pas d'estampille, je ne vais pas montrer que voilà, je suis un brave type, quoi. Ça, je déteste, parce que je veux casser ce réflexe que les gens refusent de se poser la question de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Bon, je vais prendre un exemple dans l'actualité. De nouveau, Onfray a dit qu'il préférait que de Benoît, qui est un penseur considéré comme très à droite, bien que moi je le connais assez bien, je pense qu'il est assez compliqué, mais enfin, considéré qui était un des fondateurs de la nouvelle droite dans les années 80, il a beaucoup évolué depuis, mais bon, et qui est considéré. Et il a dit, je préfère une phrase de Benoît qui est juste qu'une phrase de BHL ou je ne sais plus qui est fausse. Bon. Et Valls l'a attaqué en disant qu'il perdait tous ses repères. Mais il n'a rien dit d'autre que ça. Il n'a pas dit, je préfère de Benoît à BHL. Il dit, je préfère quelque chose de vrai venant de quelqu'un de droite que quelque chose de faux venant de quelqu'un, ou je ne sais plus si c'était BHL ou quelqu'un d'autre venant de gauche. Il n'a rien dit d'autre. Moi aussi, mais je préfère la vérité à l'erreur, c'est tout. C'est pas une question d'estampille. Et c'est typique que Valls, qui ferait bien de s'occuper d'autre chose que de politique, que de philosophie par contre, enfin aussi de politique, mais désolé pour le lapsus, c'est révélateur, vous pouvez faire votre psychanalyse, etc. Mais il est très bien de s'occuper de choses que de philosophie. Il a critiqué Onfray. Par exemple, ça c'est une remarque, tu vois, sur la laïcité et la neutralité de l'État. Moi, j'estime que les hommes politiques ne devraient même pas parler de religion, de philosophie, etc., dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en parler en dehors, mais quand ils sont... Et d'ailleurs, traditionnellement, c'était le cas. Dans mon pays, par exemple, il y avait un parti social chrétien, mais je ne me rappelle pas qu'il parlait de religion, par exemple. Je veux dire, Sarkozy a dit les curés, c'est quand même mieux que les instituteurs et des trucs comme ça. Je trouve qu'il ne devrait pas se mêler de ça. Il doit s'occuper des lois, des règlements, etc., des décrets, etc. Ça c'est le rôle des hommes politiques. Et quand ils sont en fonction, ils ne devraient pas commencer à se mêler de débats philosophiques. Mais enfin, c'était typique de cette mentalité qui est malheureusement très forte à gauche, qui vous avez dit que Benoît a dit quelque chose, vous avez dit que Le Pen a dit quelque chose de juste. Vous défendez la liberté d'expression dans tel. Vous êtes d'extrême droite. Ça, c'est complètement absurde. Alors quand même, je ne dois pas faire un cours d'histoire, mais quand on me dit que je suis extrême droite parce que je défends la liberté d'expression, est-ce que vraiment Hitler, Pétain, Mussolini, Franco, Salazar, les gens qui étaient réellement à la tête de régime qu'on considère historiquement comme d'extrême droite, est-ce qu'ils étaient pour la liberté d'expression? Non, mais je veux dire, c'est surréaliste ce genre d'accusation. C'est surréaliste au regard de l'histoire de la vraie, ce que j'appelle la vraie extrême droite, c'est-à-dire l'extrême droite historique au pouvoir en Europe, qui était pendant les années 30, 40. Pas mal de réflexions ont découlé de tes signatures diverses à certaines pétitions qui posaient des problèmes. Typiquement, pétition contre la loi Guesso, il me semble, en 2010. Tu vois, nous est arrivé à nos oreilles, on a quand même beaucoup hésité à se prononcer là-dessus, de par, mais c'est peut-être une faiblesse, ou au contraire peut-être une force, de par les signataires de cette pétition. Il y a eu ensuite une pétition qui défendait un certain Vincent Renoir, dont tu pourras peut-être parler dans quelques instants, qui, pour délit d'opinion, donc encourt 3 ans de prison. Quand on voit les signataires de cette pétition, ça fait frémir. Tu vois, nous, on n'en dort pas, quoi. Donc, on ne sait pas ça, a priori. Oui, attends. Moi, je ne les regarde même pas, je ne sais même pas. J'étais un des premiers signataires parce que, effectivement, je connais Paul-Éric Blanc-Rue, on va y venir, et il m'avait envoyé la pétition, donc je l'ai signée, et puis après, je n'ai pas regardé qui l'a signée, je m'en fiche complètement. Je ne vais pas retirer ma signature parce qu'il y a d'autres qui la signent. Je signe parce que le contenu de la pétition, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. On met en prison quelqu'un pour un délit d'opinion.
je ne suis pas d'accord avec ce délit d'opinion, je ne suis pas d'accord qu'on mette en prison. Quand il y avait des lois sur l'avortement, on poursuivait pénalement des gens qui avaient fait des avortements, etc. Les gens qui étaient contre cette législation, interdisant l'avortement, ils étaient aussi contre le fait qu'on mette en prison ces gens-là. C'est logique que si vous êtes contre une loi, vous êtes aussi contre le fait qu'on mette en prison des gens pour une loi qui est illégitime. Point à la ligne, c'est tout. Le reste, je m'en fiche. Je ne sais même pas qui est signé. D'ailleurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder la biographie, je dois mettre tous les noms des signataires. Il y en a 2000, je dois mettre je connais plusieurs Belges que je connais personnellement à qui je l'ai envoyé, qui l'ont signé, ils ne sont pas d'extrême droite. Je dois faire, c'est quand à partir de 70 personnes d'extrême droite, comment je les définis exactement? Est-ce que si c'est 50%, je ne signe pas? Si c'est 70%, c'est quel pourcentage? Je ne comprends pas cette méthodologie. La seule méthode pour moi, c'est est-ce que je suis d'accord avec le texte, c'est tout. Je m'en fiche. Le reste, je m'en fiche. Je sais que je suis attaqué pour ça, mais les gens qui m'attaquent, je trouve qu'ils sont cons, j'y peux rien. Et donc, je ne vais pas, tu sais, c'est pas seulement dur d'être aimé par les cons, c'est aussi dur d'être détesté par les cons. Mais bon, je préfère ça. Et donc, comment dirais-je, sur les sanctions pénales, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. Donc en France, Renouard, qui est justement pas connu comme Forisson, qui est un négationniste, qui est néo-nazi ou nazi, qui est un catholique ultra, etc. Bon, comme je dis, il gagnerait en concours toute catégorie du politiquement incorrect. Mais enfin, il s'est pris 1 an de prison pour pur délit d'opinion. Il s'est réfugié en Belgique. La police belge l'a arrêté, l'a expulsé en France. Personne n'a rien dit dans les médias. Et maintenant, il a été recondamné à 2 ans de prison ferme, toujours pour pur délit d'opinion, pour une vidéo. D'accord? Alors, pour que vous preniez la mesure de ce qui se passe en Europe, en Allemagne, un type qui s'appelle Horst Mahler a été condamné à 12 ans de prison il a 70 ou presque 80 ans, je ne sais pas quoi, et il purge cette peine aujourd'hui, pour pur délit d'opinion, contestation de l'Holocauste. Son avocate a cru bon de défendre ses thèses au tribunal, elle s'est pris 3 ans de prison, qu'elle purge. Elle a redit ce qu'elle avait dit récemment en Suisse, de nouveau 18 mois de prison. Un spécialiste nommé par les tribunaux pour faire des enquêtes sur le Zyklon B à Auschwitz, les traces de Zyklon B dans les murs, etc., qui était un chimiste, a fait un rapport. Le rapport s'est diffusé dans la nature. Il a été condamné à 3 ans de prison qu'il a fini par purger parce qu'on l'a arrêté. Je pourrais continuer comme ça. Il y a des gens en Autriche, en Suisse, qui sont condamnés à des peines de prison ferme, toujours pour des opinions sur cette question-là. Donc ce n'est pas du tout... Alors quand on fait la leçon aux pays musulmans, la leçon aux Russes, etc., il faut se rendre compte que nous, on met en prison nos dissidents si on considère ces gens-là comme les dissidents de la démocratie. Moi, je suis désolé, je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas fier de ça, et si je vais à l'étranger, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que je discute avec des religieux, et ils me disent, oui, évidemment, chez vous, on peut insulter les religions, mais on ne peut pas ouvrir la boîte noire de l'Holocauste, sinon on va en prison. Et je ne suis pas fier de ça, et je trouve qu'ils ont un argument. Je n'ai pas envie qu'ils aient un argument. Et ces peines de prison sont lourdes. Et en plus, il y a 12 ans, c'est quand même beaucoup, hein, et il n'y a aucune organisation de défense des droits de l'homme qui lève le petit doigt. Or, elles sont averties par les parents, les amis de ces gens-là, mais il n'y a aucune qui va bouger. Donc personne ne bouge sur rien là-dessus. Je veux dire, ce qui est extraordinaire aussi, c'est par exemple, je vais prendre encore un autre exemple qui est en Belgique. La dernière fois que Dieudonné est venu en Belgique, et ça, je l'ai vécu en direct, j'étais en Belgique à ce moment-là, j'avais des étudiantes qui étaient à ce spectacle. La police est venue, a interrompu le spectacle et a vidé Manu Militari. En droit, c'est ce qu'on appelle la censure préalable. En principe, il fait son spectacle, on peut le poursuivre après. C'est comme moi, je parle ici, on peut me poursuivre après. Mais normalement, la police ne doit pas m'interdire de parler à partir du moment où je suis invité par vous, etc., que la salle est louée ou réservée par l'université. Ce n'est pas à la police. Vous n'avez pas, logiquement, vous n'avez pas demandé à la police si c'est OK que je parle. D'accord? S'il y a des plaintes après l'enregistrement, etc., pour des propos, je ne sais pas quoi, alors on peut me poursuivre a posteriori. Mais il n'y a pas de censure préalable. En tout cas, en Belgique, il n'y en a pas. C'est dans la Constitution. Arrêter un spectacle qu'en fait, on n'a même pas poursuivi par la suite parce qu'on n'a rien trouvé de répréhensible dans le spectacle, c'est de la censure préalable à l'état pur. Quand ça s'est produit, il n'y a pas eu une ligne dans un seul journal. Tous les journaux ont dit « Ah, il n'a pas l'autorisation ». Mais l'autorisation, c'est un contrat qui fait avec la personne dont il loue la salle. Tu n'as pas demandé, exactement comme tu n'as pas demandé probablement à la police si je pouvais parler ici. En droit belge, c'est pareil. Quand on loue une salle pour faire un spectacle, on ne va pas demander à la police si c'est OK de jouer le spectacle. On peut poursuivre a posteriori le spectacle s'il y a des trucs racistes. Enfin, il y a les mêmes lois que chez vous. Je trouve ça déjà très discutable parce que ça veut dire en particulier qu'il faut une police des spectacles, qu'il y a des policiers dans la salle, pas des policiers pour protéger l'ordre public, mais pour noter ce qui se dit. Je trouve ça très discutable. Mais enfin, dans ce cas-là, c'est pire parce qu'on viole la Constitution et personne ne bouge. Alors je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant dans des pays où on n'arrête pas de célébrer la liberté d'expression. On n'est pas comme les musulmans, on n'est pas comme les Russes, on n'est pas comme les Chinois. Mais quand on regarde les détails, on n'est pas si bien que ça. Il me reste une question qui nous turlupine pas mal. Au Cortex, on a une politique assez radicale vis-à-vis des médias,
qui nous est parfois reproché d'ailleurs. Notamment, on boycotte un grand groupe de publications scientifiques qui s'appelle Elsevier. Je ne vous détaille pas pourquoi, mais chaque fois que des médias nous contactent, on essaie de jauger un petit peu. On a une sorte d'algorithme intellectuel qui fait qu'on choisit ou pas de répondre. Et généralement, on répond non, quoi. Récemment, on a accepté de répondre au Monde parce qu'on a été contraint et forcé par un mécanisme que je pourrais vous raconter un jour. Mais après, on a eu des demandes du Figaro, du Point, et qu'on a eu plaisir à évincer sous prétexte que les valeurs que défend, par exemple, le Point sont carrément aux antipodes de toute autodéfense intellectuelle que nous, on promeut. Comment expliquer que là où nous on va pas, toi tu peux aller. Comment tu justifies d'aller parler à Égalité et Réconciliation, Radio Courtoisie qui est quand même, on va dire, bon, enfin je sais pas si vous écoutez Radio Courtoisie, c'est quand même le festival de la. Bon, enfin bon, voilà. Et comment t'expliques ça, comment tu justifies d'aller là-bas et comment ne pourrait-on pas te le reprocher? Mais les gens peuvent me le reprocher tant qu'ils veulent, mais moi j'estime que d'abord je ne parle pas à des micros, comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais à des gens. Et j'estime effectivement que les gens m'intéressent. Ça m'intéresse de discuter avec les gens. C'est comme ça que j'apprends des choses. Et c'est souvent en me confrontant à des gens avec qui je ne suis pas d'accord que j'apprends. Ouais, c'est autre chose de parler et de faire des vidéos, d'exposer quand même. Oui, mais attends. J'ai fait une vidéo. Non, il y a des vidéos de moi. Il faut distinguer plusieurs choses. Il y a des vidéos de moi que je fais avec des gens que moi je ne trouve pas scandaleux. Et qui circulent sur toutes sortes de sites. Mais moi, j'ai déjà dit, ça, je n'ai pas le temps de vérifier, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je ne vais pas m'occuper de ça, je ne suis pas une organisation. Tous mes vidéos sont en circulation libre sur Internet, je m'en fous, elles se retrouvent, ça, ce n'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est ce que je dis. Et moi, je n'ai jamais vu de gens qui venaient et qui critiquaient. Il y a des gens qui critiquent ce que je dis, mais pas sur les bases du fait que ce que je dis est fasciste, etc. Bon. J'ai fait. Égalité et Réconciliation m'a demandé de faire une interview sur le livre, j'ai accepté de faire, mais elle portait sur le livre. Donc, si tu veux, je dis rien de ce que je dis n'était choquant. Si le monde diplomatique voulait en parler, j'en parlerai avec le monde diplomatique. Si le NPA voulait en parler, même de façon contradictoire, je le ferai, mais ils ne le feront jamais. Alors, tu vois, le problème, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où il y a plusieurs endroits où je vais, soi-disant de gauche, mais où on me chasse parce que, soi-disant, je suis inaudible, la fête de l'humanité, par exemple, on m'a chassé manu militari, ou plus ou moins. On m'a supprimé des conférences, j'avais signé la pétition Harry Noir, on m'a supprimé une conférence dans le département de physique où j'avais parlé de philosophie des sciences et des trucs comme ça, des trucs complètement arbitraires. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de fou dans ce pays et c'est pas Égalité et Réconciliation qui me dérange. Et puis quand je t'ai dit, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec eux. Pour eux, tu vois, toi tu confonds avec le Point, je ne partagerai pas ton attitude avec du Point et du Monde. Mais une différence fondamentale, c'est que pour moi, évidemment, les médias dominants font partie d'une structure de pouvoir, Égalité et Réconciliation, donc le mouvement de Soral, etc., c'est un mouvement marginal. Ce n'est pas un mouvement avec lequel je suis d'accord. Je suis même, sur certains points fondamentaux, tout à fait en désaccord avec eux. Mais c'est quand même un mouvement marginal. Ce n'est pas un mouvement qui a du pouvoir en France. Et pour moi, ça fait une grande différence entre la question si on boycotte l'OTAN ou, je ne sais pas, des organismes militaires, etc. Pour moi, ça n'est pas du tout la même chose que de parler à des gens marginaux qui, à mon avis, font un certain nombre d'erreurs importantes. Mais ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont tué personne, ils n'ont rien. Je veux dire, c'est... Je ne suis pas d'accord pour dire « Ah, mais s'ils avaient le pouvoir, ils seraient ça. » Oui, ça peut-être, mais ils ne l'ont pas et ils ne l'auront pas. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est pas un problème pour moi de parler avec les gens en général. Et en plus, je pense que j'apprends... Bon, là, peut-être pas parce que c'était une simple interview, mais j'ai quand même parlé avec le type qui m'a interviewé. C'était assez intéressant. Et Radio Courtoisie, ça, je pouvais difficilement refuser d'aller parler à un catholique traditionnaliste qui, en plus, est un ultralibéral au point de vue économique. Je veux dire... Qu'est-ce que je peux trouver de mieux que de discuter avec un type comme ça qui est en total désaccord avec moi, surtout parce que parfois, les gens, tu vois, les gens que tu appelles fascistes, parfois, ils ont quand même, sur le plan social, ils sont parfois un peu mieux que les libéraux. Mais un type qui est tout à fait libéral et qui est un catholique complètement conservateur, qu'est-ce que je peux trouver de mieux pour discuter? Qu'est-ce qui est de mieux pour discuter avec les gens que de discuter avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord? C'est ce que j'ai fait. Alors me dire que je légitime Radio Courtoisie, il ne faut pas se foutre du monde. Hein. Il n'y a pas des milliers d'anards qui sont mis à écouter Radio Courtoisie à cause de moi, et Radio Courtoisie a son auditoire. T'en fais pas. Quand le Front National est à 25%, Radio Courtoisie a son auditoire. Hein. Bon. Donc il ne faut pas imaginer que c'est moi qui fais... Ce qui fait que le Front National est à 25%, je vais te répondre un peu méchamment et politiquement, c'est que depuis des décennies, la gauche prend cette attitude. Ah, on ne parle pas avec, on ne discute pas avec, on ne fait pas, on n'invite pas, on le voit encore ce soir. Et, enfin, tu m'as invité, mais je veux dire, tu vois les protestations. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Or, ils pouvaient voir ce que j'ai dit, parce que j'avais des vidéos, celle à l'Académie, pour la voir. Je veux dire, le problème, c'est ça, c'est qu'on s'enfonce, on perd la dialectique, on perd la capacité à argumenter.
on perd la capacité à raisonner et à même à faire de l'autocritique de sa propre position quand on ne se confronte pas au point de vue de l'adversaire. Moi, en Belgique, c'est encore pire, parce que j'ai eu un débat avec Monseigneur Léonard, qui est le primat de Belgique, donc comme vous avez le primat de Gaulle, qui est un évêque. J'en ai eu deux. J'ai eu 2 débats avec les représentants du Parti démocrate et républicain américain lors de l'élection de Bush. Et donc, j'ai eu des débats aussi avec des gens pro-israéliens. Je veux dire, je refuse aucun débat. Et à bien des égards, je trouve que les partis démocrates et républicains américains ont beaucoup plus de sang sur les mains qu'égalité et réconciliation. Hein. Si tu regardes tous les morts de la guerre à terreur, ils se comptent par centaines de milliers. Hein. Moi, j'ai encore 2000 questions, mais j'avais promis de me limiter à 4. Donc maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez prendre la parole, il vous suffit de lever la main. Un micro vous sera tendu.